Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Nous attendons encore un peu. Jean-Robert, il semblerait que l'onglet « Discussion » soit désactivé. Par contre, il est inutile de lever la main, ça, on ne peut rien en faire de cela. Bonsoir à tous, où que vous soyez, un peu partout dans le monde. Il est juste 19h30, donc nous allons attendre encore quelques minutes. Il nous manque Olivier, Eliane. Voilà, je crois que tout le monde arrive. Impossible de démarrer la vidéo. Eliane, pour la vidéo, tu dois appuyer sur OK, je pense, et en bas de l'écran. J'ai démarré la vidéo. Oui, c'est ça. Voilà. Très bien. C'est bon? Parfait. Parfait. Je crois que nous sommes au complet. Jean-Robert, c'est bon? Est-ce que Jean-Robert, nous pouvons démarrer pour toi? Il n'y a pas de souci? Oui, oui, je cherche pourquoi l'onglet discussion ne fonctionne pas, mais je vais Oui. chercher. Voilà. Bon, c'est dommage parce que cet onglet discussion est fort sympathique puisqu'on a des bonsoirs un peu de partout. Tant pis, on va faire sans. Bonsoir en tout cas à tous ceux qui sont connectés pour ce 7e entretien de l'année, donc de l'été 2022. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Eliane Bernard, que nous allons vous présenter plus avant, ainsi que Isabeau Thébotner, une sœur de la Grande Loge féminine de France, et Olivier Baleine, un frère de la Grande Loge de France, qu'Alain Noël aura le plaisir également de vous présenter. Nous sommes en tout cas vraiment ravis, comme tous les jeudis, de vous retrouver tous. Donc, la conférence de ce soir, qui a pour thème de l'altérité à la fraternité. Ah ben voilà, ça y est. Je vois que l'onglet discussion démarre et je vois une sœur qui, si je ne m'abuse, est en Guadeloupe, qui vient de nous mettre un petit mot. Donc voilà, ça fonctionne. Eh bien, nous allons entendre Eliane Bernard. Eliane est docteure en histoire
et elle est surtout spécialiste de l'histoire culturelle. Elle a été en particulier éditrice en 1990 de la revue d'art qui s'intitule Montré. Puis elle a été fondatrice en 1991 avec Christian Alexandre Faure de la revue d'initiation à l'art intitulée Dada, que sans doute nombreux d'entre vous connaissent, puisque c'est une revue qui est fort connue, et si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande. Et en 2015, je vous parlerai de ses ouvrages après, elle a été fondatrice avec toujours Christian Alexandre Faure de l'association Le Crayon pour la défense et la promotion du dessin de presse. Alors là encore, si vous ne connaissez pas l'association Le Crayon, je vous incite vivement à aller sur le site qui est sur Internet et vous verrez tout l'intérêt que revêt cette association et tous ces dessins de presse qui sont faits par des artistes internationaux extrêmement connus. Ceci étant, Eliane a également écrit de nombreux ouvrages. Entre autres, elle a écrit La France rurale et les peintres de 1920 à 1955, qui est une histoire de l'imaginaire et qui a eu le prix de thèse Sully-Olivier de Serres. Elle a écrit en 1990 La Terre toujours réinventée. Et elle a écrit une trilogie avec Christian Alexandre intitulée Les Dents Noires, laquelle trilogie a été éditée chez Libelle à Lyon et également aux éditions J'ai lu. Et je sais qu'ils sont en cours d'écriture d'un nouveau roman, je ne sais pas comment l'intituler. Nous aurons la surprise sans doute à la fin de l'année, Eliane? Oui, je pense. Voilà, très bien. Voilà donc brièvement une présentation d'Eliane qui, comme vous le voyez, est vraiment intéressée par des tas de sujets et qui mieux qu'elle pouvait nous aborder, à notre sens, ce thème de ce soir, de l'altérité à la fraternité. Donc avant de lui laisser la parole, je vais demander à Alain Noël de bien vouloir présenter nos deux animateurs. Eh bien, merci Marie-Thérèse. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour interroger Eliane ce soir et pour faire la synthèse de vos questions, nous avons demandé, comme d'habitude, à une sœur et un frère, ce soir une sœur de la Grande Loge féminine de France et un frère de la Grande Loge de France, d'être les modérateurs et de pouvoir animer les débats après la conférence d'Eliane Bernard. Donc, Isabeau Thébetner est une sœur de la Grande Loge féminine de France. Elle est artiste peintre essentiellement actuellement et elle a des expositions qui sont très intéressantes. En fonction maçonnique, si je puis dire, elle est membre d'une loge à Versailles qui s'appelle Hermès, au rite écosse-ancien et accepté. Elle se définit comme citoyenne du monde, elle est investie à l'international. Elle est française, mais américaine de naissance. Elle se définit comme voyageuse par essence et surtout humaniste et universaliste. Voilà qui est Isabeau Thébetner. En ce qui concerne Olivier Baleine, il s'agit bien sûr d'un frère de la Grande Loge de France, qui est conférencier habituel de la Grande Loge de France, qui a été maire adjoint à la culture dans sa commune il y a quelque temps, qui est très investi dans les événements culturels de la Grande Loge de France, et qui s'intéresse aux invariants de la tradition, à la recherche d'une voie entre contemplation et action, ainsi qu'à la confrontation de l'univers numérique avec la quête initiatique. Voilà qui est Olivier Baleine. Donc Isabeau Thébetner et Olivier Baleine assureront la modération, les questions et la synthèse de vos questions pour Eliane Bernard. Je redonne la parole à Marie-Thérèse pour lancer la conférence. Écoutez, je pense qu'on va commencer. En tout cas, Jean-Robert, l'onglet discussion fonctionne et nous avons des tas de messages un peu de partout et c'est vraiment un grand plaisir de vous lire toutes et tous à travers ces petits messages de sympathie que nous lisons chaque semaine. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à tout à l'heure puisque nous allons disparaître de l'écran avec Alain Noël et nous allons donc laisser la parole à Eliane. Eliane, tu as la parole.
Eh bien, merci Marie-Thérèse de cette présentation et puis merci aussi de me donner l'occasion d'avoir réfléchi à ce thème de l'altérité à la fraternité, un thème tout à fait passionnant. Moi, j'imaginais pas qu'il me donnerait autant de difficultés, mais enfin, je vais essayer quand même de me débrouiller avec ça. Eliane, avant que tu ne commences, je t'interromps 2 secondes. Est-ce que tu peux te centrer au milieu de l'écran? Tu es très en bas de l'écran, on te voit un peu mal. Voilà, parfait. Très bien, Voilà. excuse-moi, je te remercie. Non, je t'en prie. Donc, la première question que je me suis posée, c'est qui est l'autre? Eh bien, dès que l'enfant naît, il a une rencontre, c'est sa mère, c'est sa famille, c'est ses parents, et au fur et à mesure qu'il grandit, à ce moment-là commencent les confrontations avec l'autre. Les premières confrontations, bien sûr, avec la rencontre avec les parents, sont des confrontations bienveillantes, de générosité, de tendresse, parfois d'indifférence, mais en tout cas, les vraies rencontres qui suscitent euh, quelquefois des problèmes, ce sont les rencontres avec les autres. Cet autre, d'abord proche et familier, se nuance au contact de ce qu'on va appeler l'étranger. C'est alors que se construit notre rapport au monde et c'est pour exister, on a besoin absolument de l'autre, des autres. Ce que je voulais dire, c'est que il faut rappeler que quand on a étudié des enfants, des cas d'enfants sauvages, on s'est aperçu qu'ils n'arrivaient pas à rentrer comme on l'imaginait grâce à l'éducation dans la civilisation. Quelqu'un comme Jean Itard, qui est un médecin du 19e, qui raconte dans les mémoires sur les premiers développements de Victor de l'Aveyron, qui rencontre de son travail sur cet enfant qu'il a espéré éduquer, mais il n'est absolument pas arrivé à rien, puisqu'il écrit, au bout de quelque temps, on vit un enfant d'une malpropreté dégoûtante, affecté de mouvements spasmodiques et souvent convulsifs, se balançant sans relâche comme certains animaux de la ménagerie. Donc, l'éducation et les autres sont nécessaires. Chaque rencontre avec l'autre, chaque rencontre est une rencontre unique et nouvelle, quelle que soit la rencontre, parce que l'autre, il est différent. L'autre est différent, il est différent dans son espace, dans son corps, dans sa façon de parler, de penser, même si à un moment donné, on peut croire que cet autre est très proche de nous, au point d'être un autre nous-mêmes. Je crois que c'est à ce moment-là lui nier sa propre existence. L'autre, il pense, il vit différemment, quelle que soit la proximité que l'on puisse avoir avec lui. J'ai une petite anecdote à propos de la différence. C'est une anecdote privée, personnelle. Mon fils de 4 ans prenait son bain avec un petit enfant, un petit camarade noir. Et puis, il me demandait, mais il le regardait, il me demandait de le frotter pour qu'il devienne blanc comme lui. Et puis, bon, j'ai ri et puis je lui ai expliqué. Et je leur ai expliqué à quel point on se rend compte à ce moment-là à quel point l'autre peut vous étonner, l'autre est différent et on appréhende ce qu'est la différence. Une autre anecdote qui m'a aussi marquée, j'étais en Afrique et j'étais avec une amie noire qui m'a emmenée dans sa tribu et où on n'avait jamais rencontré de femmes blondes ou teint clair. Alors les enfants étaient complètement effrayés, ils se cachaient derrière leur mère, et les femmes, elles sont venues petit à petit vers moi, elles m'ont entourée, elles m'ont touché les cheveux, touché la peau, et on a beaucoup ri, et elles ont compris que j'étais différente, mais moi j'ai compris ce qu'était la différence. C'était une expérience
tout à fait intéressante. À ce propos, j'ai une citation de Merleau-Ponty qui écrit, c'est un écho de cette expérience personnelle: je ne suis pas seul au monde, je ne suis pas le centre du monde. Je rencontre la résistance de l'autre, de ses désirs, si je ne me heurtais à sa différence. Cette différence, elle existe entre les sociétés et les cultures, les individus, mais aussi les sociétés entières n'ont jamais exactement le même sens pour lui et pour moi. Pour lui, ce sont des situations vécues. Pour moi, ce sont des situations qui se présentent à moi. Je dois reconnaître, je dois apprendre la différence et sa différence. J'ai un texte que je vous suggère de lire plus tard, parce que là, on n'a pas tellement de temps, c'est les lettres persanes, et où Montesquieu intitule sa lettre « Comment peut-on être persan ?» L'autre, tout d'un coup, devient un sujet d'étonnement. Il peut être aussi un sujet de menace. L'autre, c'est aussi le monde qui m'environne. Tout ce qui est autour de moi, tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'aime, tous ces objets, comment je suis habillée, tout ce qui fait mon monde, tout ça me vient de l'autre, vient de l'extérieur. Il vient sans lui, je serais complètement nue, enfin intérieurement et extérieurement. Je dois à l'autre ce que je suis, ce qui m'entoure, ce qui fait mon monde et ma vie. Il y a aussi l'importance du regard de l'autre sur moi. Je n'existe et je n'ai conscience de mon existence qu'à travers ou grâce au regard de l'autre. Le regard de l'autre que j'ai sur le regard que j'ai sur moi-même, les sentiments que j'éprouve vis-à-vis de moi dépendent du regard de l'autre. Le regard de mes parents, de leur jugement, vont faire de moi un être confiant ou hésitant, un être en colère ou pacifique, ouvert ou replié sur moi-même. Leur accompagnement dans ce trajet périlleux de la personnalité qui se construit détermine ma vie, mes orientations parfois. De la même façon, le rapport que l'on développe vis-à-vis de sa fratrie est très important. Être le premier ou le second, ou avoir un autre rang dans la fratrie, change complètement le regard que l'on peut avoir sur le monde et sur ses parents. Et puis, des sentiments de jalousie peuvent se développer, d'exclusion, de rejet ou d'accueil. À écrire ces phrases, il m'est revenu un souvenir très, très lointain de ma petite enfance. J'ai un frère de 15 mois de moins que moi, et un jour, il commençait à marcher, et j'ai décidé de l'emmener dans le champ derrière la maison parce que j'avais la ferme intention de le perdre. Je n'en voulais pas. Je ne voulais pas qu'il empiète sur mon territoire. Je ne voulais pas qu'il prenne ma mère. Je voulais le faire disparaître, absolument. J'ai donc eu, pour aller bien avec lui, avec mon entourage, j'ai eu, comme tous, tout un chacun, à abandonner cette part de moi-même qui a cru que j'étais unique au monde et maîtresse du monde. Cet autre, donc, on peut le vivre comme amical ou hostile. Si j'imagine qu'il va troubler ma vie, mes habitudes, me prendre quelque chose, profiter de moi, l'autre est une menace. De ce cercle restreint et personnel, on va passer, en élargissant ce cercle, on passe à la confrontation à la société entière, puis au monde. Le regard d'autrui ne relève donc pas seulement de l'intime, mais il relève de nos rapports sociaux marqués par les rivalités, par les rencontres qui influencent nos comportements et nos orientations. Comment se libérer? Comment n'être pas prisonnier du jugement de l'autre? Nous parlons donc ici de liberté,
Nous parlons donc aussi d'éducation, apprendre à être libre face à autrui, exige de chacun de nous un long apprentissage et l'aide de l'autre, de son savoir, de sa bienveillance. Il y a tout le poids de la famille, de l'éducation, puis de la société, dont il faut s'extirper pour devenir soi-même. Ces différences que l'on accepte ou non, on les retrouve dans les sociétés diverses qui affirment leur existence en affirmant leurs différences. L'être humain, naturellement, est enclin à croire que sa famille, sa ville, son pays sont supérieurs à l'autre, sont supérieurs à l'autre pays. On peut appeler cela les racines du racisme. Très vite, on en vient à des discours populistes des groupes extrêmes, de gauche, de droite, qui génèrent le repli sur soi, font appel au terroir, aux traditions mal comprises. Les exemples historiques d'Hitler, des génocides qui se sont succédés, actuellement la guerre en Ukraine, les dictatures de Poutine et d'autres, tant d'autres, font qu'on veut éradiquer l'autre, celui qui ne pense pas comme nous, parce qu'il ne correspond pas à l'idéologie qu'ils se sont forgés. Mais l'État, par les lois et l'éducation, dès la maternelle, doivent canaliser cette agressivité. Cette agressivité, je viens de le dire, doit être réfrénée par les lois, mais il faut commencer par le commencement. D'abord, les familles dites éclairées ont un rôle d'exemple à jouer, un rôle de transmetteur des valeurs morales, puis plus largement l'école de la République ont un rôle fondamental. Là apparaissent explicitement les valeurs de la République. Et c'est seulement quand je suis prête à accueillir l'autre qu'alors peut s'exercer la fraternité. Enfant, on apprend à vivre dans un pays où la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Au début, ce sont des mots mystérieux, des mots qu'il faut nous expliquer. Disposer d'un tel symbole et le voir mis en acte n'est pas évident. Nouvelle petite anecdote personnelle pour illustrer ceci. J'avais 7 ans et j'allais à l'école où on faisait le lever aux couleurs. Et puis quand on rentrait en classe, on chantait le maréchal nous voilà. Bon, je trouvais ça assez drôle. Et puis quand je suis rentrée une fois à la maison et je chantais, je dansais, et mes parents se mettaient à table et mon père, je me suis mise à chanter, mon père s'est dressé et j'ai pris une gifle formidable, comme j'en avais jamais reçu. Et il a dit « jamais ça à la maison ». Le repas s'est terminé, c'est dans un silence énorme, pesant. Et puis après, mon père m'a parlé de la liberté qui était reniée, de l'égalité qui était oubliée, des Juifs et de la fraternité qui nous faisait obligation de cacher et de nourrir, entre guillemets, des personnes qui risquaient la mort seulement parce qu'elles étaient différentes. Cette anecdote a agi sur moi très profondément. En y réfléchissant bien, je crois qu'elles ont construit ma vie et mes études. Le mot, donc, fraternité est lié depuis l'enfance à la devise de la République. Je vais vous lire une phrase superbe de Victor Hugo à ce propos. Liberté, égalité, fraternité, rien à ajouter, rien à retrancher. Ce sont là les 3 marches du perron suprême. La liberté, c'est le droit. L'égalité, c'est le fait. La fraternité, c'est le devoir. Tout l'homme est là. Nous sommes frères par la vie, égaux par la naissance et par la mort, libres par l'âme.
Voici donc ce dernier mot qui nous préoccupe, c'est fraternité. Mais d'où vient-il? Vient de fraternitas, vient de parenté entre frères, relation entre frères, entre peuples, lui-même dérivant de frater, frère. Le Littré propose l'amour universel qui unit tous les membres de la famille humaine, devise de la France républicaine, liberté, égalité, fraternité. Au fil de mes réflexions, j'ai constaté à quel point ce mot était fluctuant et difficile à cerner. Cependant, gardez-vous bien de n'entendre par fraternité, comme on le fait trop souvent, qu'une sorte de sentiment vague et tout platonique. Vous devez y reconnaître au contraire une loi qui régit la constitution même des États républicains. Pour ceux-ci, la fraternité n'est pas seulement un luxe, elle est le nécessaire. La fraternité est l'essentielle condition de vie pour une société démocratique. C'était un discours de Alfred Fouillé en 1886 à l'Assemblée nationale. Sans parler de fraternité, on peut alléguer que toutes les sociétés ont mis en place des systèmes de solidarité. Bon, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, les banques alimentaires, les allocations, toutes les allocations de chômage, etc. La solidarité est une nécessité absolue, mais elle ne fait pas entrer la notion d'affectivité. Selon Michel Delave, la fraternité donne à la solidarité une chaleur affective qui en fait autre chose que la simple application mécanique de dispositions institutionnelles. L'idée élargie de la fraternité serait une fraternité universelle qui irait au-delà des différences culturelles, politiques, ethniques, religieuses. Il s'agit là de réfléchir en termes d'humanité. Mais cette fraternité universelle me semble une utopie. Nous pouvons agir, chacun personnellement, par groupe, par nation. L'idée de l'Europe était une belle idée, mais la mise en pratique s'avère compliquée. Le sentiment de fraternité peut être en nous, il est plus difficile à mettre en acte. Elle s'éprouve plus facilement de façon individuelle quand on a un ami qui a un deuil, qui a une maladie, en fait, etc. Là, on a de la compassion, on peut être près de lui. Des personnes très médiatisées, je pense par exemple à cet enfant, Elan, cet enfant syrien que l'on a retrouvé noyé, qui a été très médiatisé par nombre d'images, qui a fait que l'Europe a pris conscience du problème des migrants, s'il fallait encore ça. Actuellement, ce qui se passe en Ukraine, les bombardements, tout cela sollicite notre sentiment de solidarité et notre compassion, mais ça ne suffit pas. La fraternité, c'est une valeur de l'humanité, comme en témoigne l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Un peu d'histoire. Le terme fraternité apparaît pour la première fois dans les textes en novembre 1848. L'article 4 du préambule de la Constitution dit « La République française a pour principe liberté, égalité, fraternité ». Et dans son article 8 de ce même préambule, la fraternité fonde le droit social. La République, par une assistance fraternelle, doit assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler.
À partir en 1879, dès la proclamation de la Troisième République, la devise devient officielle. Et à partir du 14 juillet 1880, tous les édifices publics, mairies, écoles, postes, etc., collèges, lycées, la portent en leur fronton. Le symbole est inscrit en lettres de pierre pour que tous s'en imprègnent. La notion de fraternité est un principe constitutionnel depuis qu'elle est devenue l'un des principes du droit public français. La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration réussie, maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie a consacré le principe de fraternité qu'elle oppose au délit de solidarité. Elle a été mise en œuvre par étapes. Faire s'incarner la fraternité n'est pas une mince affaire, mais cette loi immigration le fait, et c'est la première fois que cette autorité juridique le prononce. On va parler maintenant de la fraternité dans les grandes religions, en philosophie ou en morale. On ne peut manquer d'évoquer quelques exemples sur ce concept de fraternité dans le christianisme, dans la doctrine chrétienne. Jésus souvent parle de fraternité dans des évangiles. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. Dans l'islam, le lien de fraternité apparaît aussi dans la déclaration du prophète. Aucun d'entre vous ne peut prétendre à la plénitude de la foi jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. En philosophie, dès l'Antiquité, certains philosophes, les stoïciens comme Zénon de Kition ou Sénèque, se sont déclarés citoyens du monde, se plaçant en dessus de tous les particularismes. Mais surtout, l'école fondée par Pythagore a un lien très étroit avec la fraternité. Tous les membres de cette école s'appelaient frères et sœurs, parce que dans cette école, les femmes étaient admises comme les étrangers. Ils parlaient de fraternité mystique entretenue par un serment d'initiation et des rituels en commun. Dans l'Ancien Testament, on parle plutôt de rivalité, c'est-à-dire qu'il y a Abel qui tue Caïn. Dans la mythologie romaine, Romulus tue Rémus pour une question de territoire. Et plus proche de nous, des philosophes ont disserté sur la fraternité. On parle des hommes des Lumières. Voltaire écrit « Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères » dans le traité de la tolérance. Olivier Smith, Rousseau. Sur l'autre et la fraternité, on ne peut éviter de citer les remarquables travaux d'Emmanuel Lévinas, qui nous rappellent que le statut même de l'humain implique la fraternité et l'idée du genre humain. Dans l'espace public, rares sont les manifestations de fraternité. Pourtant, l'histoire ou l'actualité de ces dernières années nous montre que lors des crises graves, la société répond présente. Il n'est que de rappeler les attentats du 11 septembre à New York, du 11 septembre 2011, les attentats de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo en 2015, qui, dans les jours suivants, a fait naître un sentiment de fraternité très important. Les gens se sont réunis, ils voulaient défendre la liberté d'expression inscrite dans le droit français. Et au-delà des clivages politiques, des religions, tous nous nous sentions soudés, fraternels, menacés aussi fondamentalement.
Mais il s'agit ici d'une fraternité de crise. Comment peut-on faire naître le sentiment d'appartenance? Il y a nous, le groupe, et eux, qu'il faut faire cohabiter si on veut faire mettre en acte la fraternité. En France, nous avons un instrument essentiel à la paix sociale, s'il est bien compris et bien appliqué, c'est la laïcité telle qu'elle a été définie par la loi de séparation de l'Église et de l'État le 9 décembre 1905, qui proclame « La République assure la liberté de conscience, elle a pour corollaire la liberté religieuse, la liberté d'exercer du culte et la non-discrimination entre les religions. » Il n'y a pas de laïcité ceci ou cela. La laïcité, seule la laïcité, peut être le socle de la vraie fraternité. Mais pour cela, il faut éduquer. Et éduquer à la fraternité, c'est éduquer aux valeurs de la République. Ainsi pourrait s'élaborer une fraternité durable. Le pari pédagogique d'une véritable éducation à la citoyenneté ne sera gagné que grâce à des dispositifs qui permettent de faire vivre en acte les valeurs de la République. L'un de ces dispositifs m'a vraiment, au cours de ces recherches, réellement intéressé. Il est préconisé par Tristan Ludex, professeur de philosophie. C'est la discussion à visée philosophique, qui devrait être possible, dit-il, dès les classes élémentaires. Ce qui m'a paru original dans les propositions de M. Ludex, c'est l'idée d'égalité spatiale. Les enfants, les adolescents comme les professeurs sont assis en rond, sans hiérarchie de place. Ils se font face. Cette mise en place en cercle met en valeur l'égalité des participants. Chacun peut intervenir ou garder le silence pour écouter celui qui explique. Il y a aussi le dispositif, un peu plus loin, de discussion à visée démocratique et philosophique, élaboré par Tozzi, Del Sol et Connac, qui participent à cette éducation égalitaire. Il instaure des rôles, c'est-à-dire que les enfants peuvent être présidents, écoutants, synthétiseurs, si on peut dire ce mot. Ils deviennent responsables. Le président veille à une distribution égalitaire de la parole. Ils font ainsi l'expérience concrète du dialogue, de l'égalité et de la fraternité. Certaines idées peuvent ne pas être partagées sans que la guerre soit déclarée, car ce cadre et cette bienveillance favorisent la tolérance. Elle ne gomme pas les différences, elle permet de les apprivoiser et de s'y habituer. Elles apprennent aussi l'esprit critique. L'enseignant lui-même se positionne différemment. Il n'est plus sur une estrade, il n'est plus le dominant, il est à l'écoute, il est participant actif. La fraternité a pour résultat de diminuer les inégalités tout en préservant ce qui est précieux dans la différence, a dit Albert Jacquard. J'en arrive à la fin de ma conférence, de l'altérité à la fraternité. A priori, le pont qui se fait entre l'un et l'autre me semblait aller de soi. Dans un monde parfait, l'acceptation de l'autre impliquerait forcément la fraternité. Mais l'histoire nous apprend que le chemin de la paix est long. Le mythe de la tour de Babel, l'éparpillement des langues, la multiplicité des traditions, des religions, les volontés hégémoniques, politiques ou autres, empêchent
comment dire, une unité qui n'est pas souhaitable d'ailleurs. Je pense que c'est à nous et à chacun de nous de construire ce pont entre l'autre et la fraternité. Pour cela, dans toutes les langues, et quelles que soient les religions, les traditions, les régimes politiques, il n'y a qu'un chemin, celui de l'humanisme, qui ouvre les esprits et qui élargit les horizons. Et je crois une seule voie pour y parvenir, l'éducation. Avec beaucoup de travail, la fraternité pourrait devenir un des éléments structurels de notre société. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Eliane, pour cet exposé. Juste avant de lancer le débat, je vais quand même dire à nos auditeurs que j'ai commencé le livre de la trilogie, La colline aux corbeaux, et que vraiment c'est un livre de vacances, mais de toute l'année, d'une grande richesse, d'une grande culture, et vraiment je le recommande à tout le monde. Je te remercie. Merci beaucoup. Il y a deux questions qui ont émergé. Une première question sur la notion de solidarité. Une sœur, enfin une des auditrices remarque que liberté, égalité sont encadrées par la loi en France, pas la fraternité. Et elle dit la solidarité est quand même soutenue par l'impôt. Est-ce que la solidarité ne pourrait pas remplacer la fraternité ? Non, enfin moi il me semble que la fraternité va plus loin que la solidarité. La solidarité est ce sont des fêtes, on aide les uns et les autres. La fraternité apporte une note plus humaine, une note d'humanité. Et ça me semble très important d'en arriver à cette fraternité. Et il y a une question qui vient d'arriver aussi sur la fraternité. Est-ce que la fraternité maçonnique est singulière? Est-ce qu'elle a une spécificité? La fraternité maçonnique, c'est ce que j'en sais, se base différemment sur une philosophie et sur une spiritualité, une approche plutôt une approche de la spiritualité, un travail sur soi que l'on ne fait pas toujours quand on parle de fraternité. Il y a quelque chose qui me paraît important de dire, c'est que je crois que pour arriver loin, pour arriver loin dans la fraternité, il faudrait penser au « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». J'ai pensé souvent, lors de ce travail, à cette phrase qui fait qu'on va au-delà d'une fraternité universelle, large, et qui toucherait tout le monde. Ça demande un travail sur soi que tous nous ne sommes pas capables de faire. Nous n'avons pas l'occasion de le faire, nous n'avons pas les outils pour le faire. Je laisse mon coéquipier prendre la parole. Alors, une petite remarque, parce que je vois les dialogues qui sont échangés, et je lis une des choses évoquées à propos de solidarité, pour remonter là-dessus, qui dit « La solidarité dans le don contre don, et la fraternité est inconditionnelle, me semble-t-il. » Or, la fraternité, si je réfléchis aux fratries, et tout à l'heure on a cité l'exemple de Caïn et d'Abel, le moins qu'on puisse dire, et pour ceux qui ont des familles nombreuses, ils verront ce que je veux dire, c'est que chaque enfant au sein d'une même fratrie, bien sûr, va complètement exacerber la sensibilité à l'inégalité. Est-ce que je suis autant aimé que mes frères, mes sœurs? Est-ce que je suis traité de la même manière? Est-ce que la fraternité, on ne devrait pas lui ajouter la composante de l'amour qui est agapé? Qu'est-ce qu'on va faire que la fraternité soit sans tous ces phénomènes de passion triste qui conduit au fameux sacrifice du frère? Et
c'est un peu compliqué. Voilà, moi je pense que effectivement, quand on a une famille, quand on est nombreux, enfin nombreux ou pas nombreux, on a toujours un rapport différent avec l'autre. C'est-à-dire que ça peut être l'affection, ou ça peut être le rejet, ou ça peut être la détestation, ça peut être la jalousie, et seul l'échange avec ses parents, peut-être avec un psychologue, va pouvoir faire qu'on devient, qu'on peut approcher son frère ou sa sœur, ou ses frères et ses sœurs, sans cet écueil de la jalousie, de la revendication et du besoin de pouvoir. Maintenant, je ne sais pas si je réponds à la question que vous venez de me poser. Si, je pense tout à fait. Est-ce que l'un des mécanismes qu'on a en loge, puisque l'une des interrogations posait sur une spécificité de la fraternité maçonnique, est-ce que les mécanismes qu'on a développés en loge montrent une voie à suivre? Je prends un simple exemple. En loge, personne n'interrompt personne. Oui. Ce qui veut dire l'écoute impérative. C'est ça que ça veut dire. Si on n'interrompt personne, on est obligé d'écouter. Est-ce que l'un des premiers mécanismes qu'on devrait arriver à mettre en place de manière profane ou dans la fraternité, c'est précisément l'écoute. Et d'ailleurs, nul n'est besoin d'aller se promener dans le monde profane aujourd'hui pour se rendre compte que l'écoute est un sujet précieux. On a beaucoup de mal à se faire entendre, pardon. On a beaucoup de mal à effectivement prendre la parole parce qu'on nous interrompt, et c'est vrai que le travail en loge est important. Et en fait, quand je vous ai parlé de M. Budex et de ses discussions à visée philosophique, c'est ça qu'il demande. Il demande une approche, enfin non seulement une égalité spatiale, mais les enfants, quand ils ont la parole, ne doivent pas être interrompus. Si le président est un enfant, à ce moment-là, il va avoir le devoir et la responsabilité de ne pas interrompre l'autre. Ça fait beaucoup penser à ce qui se passe en loge, et je pense que ces discussions à visée philosophique, démocratique et philosophique peuvent être développées. En tout cas, M. Budex, qui a une longue expérience de l'éducation, essaie de le faire développer dans des collèges, dans des écoles, parce que apprendre à écouter l'autre, c'est l'essentiel pour avancer. D'ailleurs, il y a une remarque qui arrive sur le chat qui ajoute au terme écoute, bien entendu, le terme reconnaissance. Mes frères, mes sœurs me reconnaissent pour tel. Mais à mon sens, est-ce que vous partagerez ce point de vue que les deux sont associés, mais que le premier, on commence par l'écoute avant la reconnaissance, en quelque sorte que c'est l'écoute qui est la première reconnaissance. C'est l'écoute qui est la première reconnaissance. Vous parlez en loge. Oui, et même en dehors. Et même en dehors. Non, parce que la reconnaissance, reconnaître l'autre, la première chose, c'est le regard que l'on a sur l'autre. C'est comme ça qu'on le reconnaît. On le connaît, qu'on le sent près de nous ou opposé à nous. Et ensuite, on peut l'approcher. Il semble que le regard de l'autre est la première chose qui nous vient, enfin, quand on rencontre quelqu'un, on le regarde, on voit, on a un échange à ce moment-là, et presque un a priori ou une opinion favorable ou non. Vous avez évoqué tous les deux les difficultés dans une même famille entre les enfants d'une fratrie. Et je croise cette idée avec la présence régulière dans nos rituels du mot justice, et c'est un mot qui n'a pas été prononcé. Est-ce que finalement, s'il y avait de la justice entre les êtres, il ne serait pas plus facile de fraterniser? Oui, la justice ou l'égalité, c'est quelque chose de vraiment très fluctuant et approximatif. Et la justice va pouvoir améliorer le sentiment de fraternité, peut
peut-être, je ne sais pas répondre. En fait, en inversant, je voulais dire, est-ce que ce n'est pas parfois le sentiment d'injustice qui peut entraîner la jalousie ou la haine fratricide, voilà. Bien sûr, parce que si on parle de sentiments dans une famille, c'est toujours le rapport à l'autre qui va être, croit-on, préféré par maman, par papa, par le voisin, etc. C'est ça qui va, et l'injustice est très vivement ressentie par les enfants quand on favorise un enfant ou à ce moment-là, on a ce sentiment, effectivement, il y a un sentiment de rejet de l'autre, en tout cas de colère envers l'autre. Alors, il y a une question complémentaire qui vient, qui introduit le terme dualité dans l'altérité et dans la fraternité. Et l'interrogation qui est posée est de dire comment est-ce qu'on peut mettre en place cette dualité, somme toute comme celle dont parle Justin Bieber, qui est celle du je et du tu. Comment on peut mettre en place cette dualité pour arriver à mieux nous construire, pour qu'elle soit non construction et non opposition ou destruction? Je crois que j'en reviens toujours à ce mot, éduquer, c'est-à-dire apprendre aux uns aux autres. Et c'est pas seulement l'école qui va nous éduquer, c'est la famille, c'est les amis, c'est les gens qu'on fréquente et qui vont par quelques réflexions nous permettre de voir qui est l'autre et d'empêcher l'agressivité et de permettre qu'il y ait une paix qui s'instaure. Alors, j'ai une question, c'est comment installer la fraternité, comment parcourir ce chemin de l'altérité à la fraternité qui ont pour fondement le respect et la réciprocité si l'autre ne me considère pas ou n'éprouve que mépris envers moi? Alors là, je crois que c'est très difficile, effectivement, de se trouver en face de quelqu'un que l'on essaie d'approcher et qui ne répond pas à cette attente. Comment faire? Je crois qu'il faut, par des actes peut-être quelquefois minuscules, des petites attentions, je ne sais pas, s'intéresser, poser une question sur la personne en question, s'intéresser à ce qu'il est et lui demander, l'interroger sur des choses peut-être intimes qu'il rejettera ou non et qui feront qu'à un moment donné, il va s'ouvrir. Je crois que c'est en allant vers lui, en l'interrogeant sur lui-même, qu'on pourrait ouvrir un chemin. S'intéresser. Pardon. J'ai une remarque et peut-être une interrogation complémentaire qui me vient en repensant au parcours maçonnique. Est-ce que le parcours maçonnique où on apprend à écouter et je dirais à construire notre propre jugement, Oui. n'est pas finalement ce chemin d'autonomie qui permet de mieux accéder à l'autre? Autrement dit, c'est la différence d'avoir la capacité d'avoir ce que j'appellerais son propre jugement par rapport au fait d'avoir un jugement qui dépend de l'autre ou qui est en réaction à l'autre. Alors, à cette question, je pense à l'année de silence qui est imposée et qui fait que, quoi qu'on puisse entendre, on est obligé de réfléchir et de faire un chemin en soi-même. Et à ce moment-là, on peut avancer. Je crois que c'est le fait d'avoir pu se taire qui nous fait avancer énormément. Le silence qui est quelquefois difficile parce qu'il y a des phrases ou des questions ou des choses qui sont dites qui donnent envie de réagir, mais le fait d'avoir à se maîtriser permet de faire un grand chemin en soi-même. Est-ce que j'ai répondu à la question? Tout à fait. Je vois une question. Pardon, vous avez évoqué un moment impressionnant et sans doute douloureux de votre enfance où vous avez voulu perdre votre frère dans la forêt ou derrière chez vous pour l'effacer du paysage familial.
et pour garder l'amour maternel ou des parents. C'est un travail sur soi d'apprendre à ce qui est désagréable ou différent ou inconnu de soi-même. Est-ce que ce n'est pas le chemin pour ensuite pouvoir accepter ce qui est différent chez l'autre? Oui, enfin, bon, ce que je veux dire, c'est que dans cette anecdote personnelle, je dois avouer qu'après, mon frère est devenu, nous sommes adorés, mais il a fallu, et je ne me souviens évidemment pas de ça, que mes parents expliquent, que ma mère explique, que l'un et l'autre, qu'on guide pour arriver à aller au-delà. Je pense que l'un des lieux communs qu'on a dans notre société, l'un des lieux communs des 50 dernières années, c'est le terme individualisme. Comment on fait pour que fraternité, altérité et individualisme, qui est établi, on ne va pas le développer ici, fassent bon ménage? Comment est-ce qu'on peut comment on peut faire bon ménage, autrement dit aller bien ensemble ou vivre ensemble entre l'individualisme qu'on a dans la société, l'altérité et la fraternité de l'autre côté? Alors là, c'est effectivement parce que notre société est devenue de plus en plus individualiste. Elle a oublié ce qu'étaient les traditions. La tradition, on n'est plus dans ce schéma-là. Et effectivement, je crois que c'est chacun de soi, chacun qui pour lui-même va faire un chemin et va aller vers l'autre. Ce sont peut-être des groupes, des groupes qui ont les mêmes idéaux, les mêmes pensées, les francs-maçons, les compagnons du devoir, qui, eux, à ce moment-là, s'extirpent de cet individualisme pour penser à l'autre. Autrement, c'est vrai que notre société est une société individualiste et de plus en plus individualiste, et que c'est seulement en se regroupant, en ayant que ce soit en maçonnerie, soit dans d'autres sociétés de pensée, que l'on peut avancer et essayer de porter à l'extérieur. Mais c'est difficile. C'est très difficile de concilier l'un et l'autre. D'ailleurs, il y a l'une des remarques qui est venue dans le chat qui est de dire la fraternité est-elle responsabilité de l'autre? Et je pense que ça rejoint les interrogations sur la solidarité, d'où l'importance de bien définir le champ de chacun des termes. Et effectivement, la fraternité nous rend quelque part responsables de l'autre, je pense. Quelque part, pas pour... Oui, la fraternité nous rend responsables de l'autre. Je me répète cette phrase parce que à partir du moment où on est proche de quelqu'un, où on le sent frère ou sœur, on est responsable, oui. On doit être responsable, on doit apprendre la responsabilité. Je crois que c'est une phrase du Petit Prince de Saint-Exupéry. Il l'a apprivoisé, donc il est responsable. Voilà, on devient responsable de sa rose. De l'autre, oui. Je ne pensais pas à ça, mais je crois que c'est vrai. Je crois qu'à partir du moment où on a un sentiment de fraternité, on a un sentiment de responsabilité. J'ai une question sur l'universalisme. Se peut-il que les notions d'altérité et de fraternité, de respect et de réciprocité dans l'amour fraternel ne soient pas partagées à l'échelle universelle? L'universalisme serait-il mis en échec de fait? Et comment le défendre au mieux de nos jours? La fraternité universelle, je l'ai dit, me semble vraiment une utopie. Je pense qu'on ne peut travailler que individuellement d'abord, et puis ensuite par groupe, et puis par nation. Mais c'est vraiment imaginer, et Dieu sait si ce serait beau, une fraternité universelle. Je crois que c'est une utopie. Je ne crois pas qu'on puisse... il faut vraiment un travail
un travail vraiment universel, mais les traditions, en fait, tout concourt à ce que ça ne puisse pas vraiment exister. Et pourtant, l'humanité doit avancer. Le sentiment de l'humanité doit avancer. L'humanisme, c'est pas un mot pour rien. C'est pas quelque chose qui est vague comme ça. Ça veut dire qu'il faut s'ouvrir l'esprit, et quelles que soient nos traditions, où qu'on habite dans le monde, si on apprend à ouvrir son esprit et à regarder au large, là commence la fraternité universelle. Est-ce qu'on ne pourrait pas le formuler différemment de la manière suivante? Dire que partout où il y a des groupes d'hommes, il y a nécessité de la fraternité, il y a un état de fraternité qui est propre à l'humain, Oui, et peut-être. dans la relation à l'autre, et que ça serait universel parce que c'est propre à l'humain, où que soit l'humain. Est-ce qu'on ne pourrait pas le formuler comme ça? On peut peut-être le formuler comme ça, parce que chaque groupe, effectivement, peut en arriver à une fraternité, mais et aller plus loin, et que ça, tout ça se répande, mais oui, peut-être de cette façon. D'ailleurs, c'est aussi l'un des aspects de l'universel, hein. L'universel est-il d'aligner tout le monde et d'avoir les mêmes valeurs, ou l'universel, c'est simplement de reconnaître, d'abord le fait de reconnaître l'autre en tant qu'homme ou femme? En tant qu'homme ou femme, mais pas, on ne peut pas avoir les mêmes valeurs, on ne peut pas. Les civilisations sont différentes. L'Europe, ce n'est pas l'Asie. L'Asie, ce n'est pas l'Afrique. Donc, chacun a ses propres valeurs, et mais la fraternité peut exister, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, partout. Ça, il y aura des façons différentes de l'exercer. En ce sens, elle est universelle, elle est possible de partout. Elle est possible, elle est possible. Non, je ne crois pas. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est difficile de dire que la fraternité peut être universelle. On tend, on essaye, que dans n'importe quel pays, sur n'importe quel continent, il y a des gens éclairés qui essayent de transmettre ces valeurs. Elle relève plutôt de l'inné ou de l'acquis, la fraternité? On peut la voir comme un instinct en soi, ou bien c'est forcément une éducation, selon vous? Chaque être a des dispositions, mais ces dispositions, il faut les cultiver. Alors, je crois plutôt que c'est un acquis. Enfin, on a des dispositions que l'on peut cultiver ou non, mais si on cultive la fraternité, à ce moment-là, c'est un acquis. Il est acquis par les gens qu'on rencontre, avec qui on est, leurs attitudes, leurs valeurs, ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend au fur et à mesure de notre vie. On n'a pas les mêmes valeurs quand on a 18 ans, ou quand on a 50, ou quand on en a 80. Est-ce qu'il y aurait, je vois une des questions ou des réactions qui vient dans le chat, est-ce qu'il y aurait des limites à la fraternité? Je vais prendre une image, de même qu'il y a des limites à la tolérance. Alors, il y a des limites à la tolérance, il y a des limites à la fraternité. Quand il s'agit, je pense en tant qu'historienne, c'est difficile. Il y a d'ailleurs eu des films, c'est difficile la fraternité entre ennemis, et pourtant on a des rencontres en temps de guerre. La fraternité, on ne peut pas fraterniser entre guillemets, avec l'ennemi. Individuellement, on va pouvoir peut-être rencontrer un être dont on se sentira proche, mais on ne peut pas fraterniser avec l'ennemi, ou avec des gens qui sont vraiment trop opposés par leurs idéaux, leur idéologie. Ça me paraît impossible. Enfin, pour ne pas le nommer, moi je suis incapable de fraterniser avec quelqu'un qui
des positions d'extrême droite, de racisme, etc. Dans un chemin vers la fraternité et vers l'altérité, est-ce que l'autre, on va le reconnaître comme un autre nous-mêmes, avec tout ce qu'il y a de commun, ou est-ce qu'on va le reconnaître d'abord comme quelque chose de différent de nous? Quelle est l'approche qu'on peut imaginer pour la fraternité? Je te reconnais comme frère parce que tu es quelque part un autre moi-même, ou je Oui. te reconnais comme étant homme ou femme, mais différent? Alors, quand on rencontre quelqu'un avec qui on a des sentiments très très proches, de proximité, de pensée, de façon de vivre, on peut imaginer que c'est un autre nous-mêmes, mais c'est pas vrai. C'est, quoi qu'il en soit, au fin fond de lui-même, au fin fond de moi-même, il y a une conscience qui est différente, il y a une pensée qui est différente. C'est pas possible. Donc l'individu propre, il a ses qualités, il est soi-même, mais l'être qui est le plus proche de vous, le plus près de vous, que ce soit vos parents, un amant, un ami, vous n'êtes pas lui-même, il n'est pas vous-même. C'est pas possible. Je veux dire que il faut d'abord lui laisser sa part, son existence à lui ou à elle. Enfin, je veux dire qu'il faut, il faut lui accorder ça parce qu'il a son être propre, tout simplement. Et pourtant, quand on écoute Michel de Montaigne, il dit « Qui se connaît, connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. » Nous porterions tous l'humaine condition, tous ensemble, différemment. Mais tous, mais différemment. Je veux dire, l'humaine condition, c'est quoi? C'est d'être grand, petit, malade, pas malade. Enfin, on a des souffrances, on a des joies, mais pas en même temps. Et chacun les ressent différemment. On est tous humains, effectivement, mais on n'est pas l'autre, jamais. On ne peut pas être l'autre. Et l'effet miroir? Oui, mais c'est je crois que c'est une grande déception et désespérance quand tout d'un coup on croit que l'autre est nous-mêmes, parce qu'on l'aime tellement, on a un tel amour pour lui ou pour elle, qu'on voudrait bien qu'il soit soi-même. Mais c'est désespérant quand tout d'un coup on se rend compte à une toute petite chose qu'en fait il n'est pas en moi. Je vois des remarques qui reviennent sur les différences entre amitié et fraternité. Alors d'ailleurs, on pourrait se poser la question en loge. Quelle différence vous faites entre les deux termes, entre le terme amitié et le terme fraternité? Ben, je peux avoir, pour parler dans la vie courante, je peux avoir des amis, beaucoup d'amis. C'est un sentiment différent de la fraternité. Dans la fraternité, il y a comment dire, il y a une affectivité que l'on peut avoir dans l'amitié, mais il y a un sentiment comme de l'aide, du soutien, de quelque chose, d'une générosité qu'on n'a pas forcément avec des amis. On peut avoir des amis très proches avec qui on échange surtout intellectuellement ou autre, mais ça n'est pas la fraternité. La fraternité donne un sentiment de douceur, je ne sais pas pourquoi j'emploie ce terme, mais de proximité qu'on n'a probablement pas dans l'amitié. Il faudrait encore toute une conférence pour débattre de l'amitié et de la fraternité. Si je glisse une seconde sur le plan symbolique de la fraternité, au sein d'une même famille, au sein d'une même fratrie, la fraternité, c'est le sang en commun. Oui. Et quelque part, c'est l'âme en commun.
que ce soit au plan physique ou au plan symbolique, est-ce que la fraternité, ce n'est pas le sentiment de partager une âme, au sens du principe de vie, avec l'autre, qui est Oui, différent en l'occurrence de l'amitié? oui, on partage, mais entre frères et sœurs, on n'a pas la même âme, on n'a pas le même cœur, on n'a pas la même façon de penser. Même si on est frères par le sang, frères et sœurs par le sang, on peut être extrêmement différents. Je regarde les questions qui nous viennent. Il y a quelques D'ailleurs, la questions chose sur l'action. Sur l'action, je pense, pour parcourir ce chemin de l'altérité à la fraternité dans le monde profane. La mise en action, alors on a évoqué la possibilité en termes d'éducation d'organiser des discussions, d'être plus à l'écoute. Oui. Je voudrais évoquer cette citation de Carl Jung qui dit « Tu veux un monde meilleur, plus fraternel, plus juste, eh bien commence à le faire, qui t'en empêche ? Fais-le en toi et autour de toi, fais-le avec ceux qui veulent, fais-le en petit et il grandira. » Que pensez-vous d'agir à la mesure de sa propre échelle, c'est-à-dire là où l'on est, là où l'on peut? Je pense que c'est par là qu'il faut commencer. On ne va pas se jeter dans l'immensité du monde. On va d'abord commencer par soi-même à tendre vers la fraternité. Chaque petite action que l'on fait, bien sûr, elle paraît dérisoire, quelle que soit, quand on est dans une société, quand on est dans une association, on fait preuve de fraternité, mais on le fait à petite échelle. Mais ce sont des gouttes d'eau et toutes ces gouttes d'eau, elles finissent par faire des ruisseaux. Je pense à toutes ces associations qui, sur la Croix-Rouge, enfin, toutes ces associations qui travaillent à plus de fraternité. Ben, elles se font d'abord sur le plan personnel, puis sur le plan local, puis quelquefois on grandit. Si les choses vont bien, ça s'élargit et on a de plus en plus d'influence et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on peut agir. Mais il faut effectivement commencer par soi-même, par les petits groupes. Il y a une des questions qui prolonge ce que vous venez d'évoquer. Je vous la livre telle qu'elle est dans le chat. Pourriez-vous considérer que ce qui distingue l'amitié et la fraternité est ce lien indéfectible malgré les désaccords et la dispute? Ce que je comprends comme la force du lien de fraternité, en quelque sorte, qui ne peut pas être dissous, contrairement au lien d'amitié. Voilà, oui. Oui, effectivement, là, dans les fratries, sauf exception, quelles que soient nos différences, on a des liens qui sont indéfectibles. Son frère, sa sœur, ses frères, ses sœurs, on les garde en nous et plus on avance dans la vie, plus on a besoin de ce type de lien. Et effectivement, on peut perdre ses amis pour des idées que tout d'un coup ne sont plus les mêmes et qui sont trop différentes de nous. On perd un ami par une trahison. Alors que quand on a des liens avec ses frères et sœurs, enfin quand on a des frères et sœurs, je pense qu'on garde des liens. On garde absolument des liens. Et on peut dire qu'il y a certainement beaucoup de romans ou beaucoup de scénarios où il y a justement le frère ou la sœur qu'on avait perdu de vue ou qu'on ne pensait pas connaître, où brusquement on arrive à un âge avancé de la vie et on découvre qu'on avait un frère ou une sœur. Oui, et oui, ça arrive, effectivement, loi de la nature. Il y a une question sur le mot sororité. Comment le distingueriez-vous de fraternité? S'il faut le distinguer. Bon, il faut pas le distinguer. Moi, je n'aime pas beaucoup ce mot, tout simplement, parce que quand je pense à fraternité, pour moi, dans fraternité, il y a les frères et les sœurs, enfin, d'une façon générale. Le mot sororité correspondrait
à la fraternité, encore que je j'ai pas envie de répondre à ça parce que le mot me heurte. C'est-à-dire, en face de fraternité, je choisis fraternité. J'en profite pour vous poser peut-être une petite question complémentaire. Là, nous n'en avons plus à la seconde dans le chat. C'était quelque chose qui venait du philosophe Francis Wolff, qui disait que ce qui rend humain l'être humain est son aptitude à raisonner. Là, on a parlé du partage, du regard, mais là, on parle de la raison. À raisonner avec l'autre, qu'il soit l'autre en soi ou l'autre hors de soi. Est-ce que finalement, l'organisation du travail en loge, cette fameuse fraternité en loge, c'est justement le moyen d'être plus humain parce qu'on va partager le raisonnement avec l'autre? On va peut-être d'abord apprendre à raisonner en loge. Je crois que la première chose, après avoir écouté pendant un certain temps, on apprend à raisonner. Et c'est un chemin d'apprendre à raisonner, d'apprendre, voilà, c'est un outil, c'est un levier, la raison, enfin le raisonnement. Est-ce qu'on peut dire que raisonner avec l'autre est aussi un exercice en soi? C'est peut-être une Bien sûr. dimension supérieure. Alors, je vais quitter l'environnement professionnel, mais je parle dans l'environnement de la fraternité ou des loges. La capacité, enfin la possibilité de raisonner avec l'autre est quelque chose de très exceptionnel. C'est exceptionnel parce que le fait qu'on ait la parole, enfin je veux dire que on ne peut prendre la parole que si on nous la donne. C'est-à-dire qu'on ne va pas interrompre l'autre. Et c'est ce qui va nous apprendre à pouvoir échanger et raisonner avec l'autre. Le fait de pouvoir, d'attendre que l'autre ait été au bout de son raisonnement, je pourrais répondre avec mes propres raisons. J'ai une question au sujet vous avez évoqué les mouvements religieux, spirituels et philosophiques. Ces mouvements, depuis des années, des siècles, tentent d'entraîner les humains sur ce chemin entre altérité et fraternité. C'est le « aimez-vous les uns les autres », vous en avez très bien parlé. Le succès est relatif. En quoi la franc-maçonnerie se distingue-t-elle parmi ces mouvements qui conduisent de l'altérité à la fraternité? Je pense que la franc-maçonnerie nous apprend à nous connaître, nous apprend on vient de dire, à raisonner, à entendre les explications et les arguments de l'autre et de réfléchir et de pouvoir ensuite aller travailler à l'extérieur du temple. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que c'est une psychanalyse, la franc-maçonnerie, enfin le travail en loge, mais c'est vraiment un travail sur soi qui apprend à se connaître. Et je crois qu'il est très important, en tout cas, pour moi qui ai fait un long chemin aussi en maçonnerie, il m'a permis de me connaître. Ça a été vraiment très important dans ma vie et dans ce que je suis devenue après ce passage. C'est un connais-toi toi-même et c'est ainsi que j'ai vécu ces moments. Il y a une petite question qui est venue et je pense qu'on peut, bien qu'elle soit particulière, la poser, ou du moins une interrogation. Est-ce que, et avec l'utilisation des mots, est-ce que certaines formes de fraternité, donc d'utilisation du mot frère, frère et sœur, peut conduire vers une logique d'enfermement communautaire? Ah, eh bien ça, je ne pense pas que ce soit le cas en maçonnerie. Je pense que ça peut être le cas dans les sectes qui ont un besoin d'hégémonie et de domination, ce qui n'est pas le cas en maçonnerie. En maçonnerie, on vous apprend à travailler sur vous-même
et à devenir vraiment frère ou sœur, à travailler sur soi, mais je ne pense pas qu'on s'enferme en franc-maçonnerie. Les sectes, c'est différent. À partir du moment où on a un besoin de pouvoir, eh bien, à partir de ce moment-là, on n'est plus dans la maçonnerie. D'ailleurs, c'est très clair, on passe du vénéralat au gardien de la porte. Donc, on n'a pas de pouvoir. Le pouvoir, il est à l'extérieur, il est pour ceux qui veulent dominer par une idéologie particulière. Ça, donc le danger du mot fraternité pourrait être de dire « je t'appelle frère » pour considérer que tu es en quelque sorte membre de ma famille, ce qui induit un certain nombre de facto d'obligations. Oui, effectivement. Donc au bon, et ça peut être au très mauvais sens du terme. Non, mais je crois que je crois qu'il faut essayer d'aller vers plus d'ouverture et en tout cas, la franc-maçonnerie doit nous apporter ça, doit nous apporter une ouverture d'esprit, doit nous apporter l'esprit critique aussi, la capacité d'écouter l'autre. Ça veut dire aussi non pas être forcément d'accord avec, mais admettre qu'il a des idées différentes. Ce qui n'est pas vraiment toujours facile, hein. Et s'il a des idées différentes, il faut les analyser, essayer de les comprendre, pas forcément les adopter. Une question, alors je la livre, alors je ne la comprends pas, pardonnez-moi, mais je la livre telle quelle si j'ai bien lu. Pour revenir sur le terme de sororité, préférez-vous le terme de adelphité? Pardonnez-moi, j'ai essayé de bien le lire. Adelphité? Oui. Bon, alors je préfère sororité, hein, franchement. Comme ça, bon, au moins. Vous avez répondu. Mais c'est peut-être parce que je n'arrive pas à m'habituer à ce mot, mais qui pour moi, c'est comme si on excluait l'autre, l'homme, dans sororité. Tandis que fraternité, c'est homme et femme, c'est tout le monde. Alors peut-être que je n'ai pas assez réfléchi à ça, mais le terme sororité me parle d'exclusion. Si vous pouvez m'expliquer le contraire, je veux bien. Je pense qu'il est possible que le chat s'agite un peu dans les minutes qui suivent. Comment expliquer, d'après vous, Eliane, que l'homme, enfin avec un grand H, hein, s'égare, enfin s'acharne en conquête territoriale, spatiale, matérielle, et consacre finalement assez peu de temps à une conquête de lui-même et puis à une approche de l'autre, ou même pourquoi n'est-il pas davantage sur cet essentiel, enfin ce qui me semble être un essentiel? Est-ce qu'il y a de la peur, de la pudeur, qu'est-ce qui nous perd finalement? Je crois que pour tout ce qui est conquête spatiale, recherche, etc., on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on va toujours, les recherches et les découvertes c'est exponentiel. Par contre, effectivement, tout ce qui concerne le conscient, l'âme profonde de l'homme, c'est seulement avec un travail sur soi, avec, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, avec la conquête de soi-même et la découverte de soi-même et l'ouverture aux autres, qu'on arriverait à penser. Mais je crois que les deux, l'âme et le corps, sont ensemble. On ne peut pas dissocier ce qui est l'extérieur, ce qui est la science, ce qui est de ce qui est la conscience. Je ne crois pas qu'on peut les dissocier, et c'est seulement un travail très, très important sur soi-même. Il y a des tas d'études, des tas de gens qui se penchent sur la conscience, sur ce qu'on est, sur ce qu'on peut être, ce qu'on sont. Mais on en revient toujours à l'individu, et c'est l'individu le travail.
il y a une question qui vient, du coup, en complément, et on va s'acheminer bientôt vers la fin de la période, puisque nous arrivons vers 21h. Une question qui arrive assez souvent, en fait, par rapport au principe même, au mécanisme de recrutement de la maçonnerie. Donc, je vous lis telle qu'elle est là. Fraterniser avec l'autre quand il est proche, c'est aisé. Et fraterniser avec celui qui est à l'opposé, c'est plus difficile. Donc, ça évoque le pavé mosaïque, mais ça évoque aussi, une chose est faite, le problème du recrutement, où finalement, est-ce qu'on ne va pas recruter des gens qui essentiellement nous ressemblent? Ou si quelqu'un arrive et qui affirme sa différence, il risque de rester à la porte. Je ne suis pas sûre de ça, parce que je pense que si on rencontre des personnes qui sont vraiment très différentes de nous, mais euh, qui ont comment, un raisonnement, qui ont des pensées, qui ont des idées, qui peuvent correspondre à certains passages, à certaines, comment dire, à certaines idées prônées par la franc-maçonnerie. À ce moment-là, il peut être recrutable. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il est trop différent, sauf, comme je disais, d'idéologie extrême, hein, c'est pas parce qu'il est différent qu'il va pas pouvoir rentrer. Je crois que l'ensemble des frères et des sœurs en maçonnerie sont tous très différents les uns des autres, ont des projets, ont des idées qui sont différents. C'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas être fraternels entre eux. Donc à l'extérieur, c'est un peu pareil. On peut rencontrer des gens très différents, mais qui sont aptes à apprendre, à aller de l'avant et à se connaître et à faire un chemin, à ce qu'on fasse un chemin ensemble. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la fraternité soit, comment dirais-je, pour prendre une image biologique, de la consanguinité. Voilà, exactement. Pas qu'on soit trop pareil. Enfin, d'ailleurs, Donc consanguin. J'ajouterais même, mais c'est un avis personnel, que si vous voulez faire fonctionner une loge et la faire perdurer à terme, vous avez intérêt, pour reprendre l'image du sang, à amener du sang neuf. amener du sang, c'est important. Exactement, avec un autre ADN, justement. Voilà. Nous arrivons sur la fin. Nous Oui. voyons apparaître Marie-Thérèse, soit pour nous rappeler à l'heure, soit simplement pour nous faire bénéficier de son sourire. Non, c'est gentil, Olivier, mais effectivement, nous acheminons vers la fin et je pense qu'il serait peut-être intéressant, après avoir entendu Eliane, qui nous donnera une phrase de conclusion, mais avant peut-être d'avoir une phrase de conclusion d'Isabeau, d'Olivier. Je crois qu'Alain Noël voudrait dire un petit mot et on laissera Eliane conclure, si vous le voulez bien. Isabeau, tu veux dire une petite phrase? Je vois une phrase que nous n'avons pas citée, c'est de Saint-Exupéry. Si tu es différent de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Moi, je suis partante. Je crois qu'on peut adhérer, effectivement. Olivier? Écoutez, je vais vous citer, tant qu'on cite les phrases, une autre qui montre les problèmes les fraternités à travers la tradition et l'histoire. Si nous sommes grands, si nous voyons loin, c'est parce que nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants. Voilà. Alain Noël. Oh, je vais peut-être, comme à mon habitude, d'être un peu différent, puisque on a fait allusion au fait que la fraternité était plus importante que l'amitié. En ce qui me concerne, je me réfère toujours à Aristote dans l'éthique. S'il n'y avait pas l'amitié, personne ne choisirait de vivre. Mais s'il n'y avait pas la fraternité, je ne suis pas sûr que personne ne choisirait de vivre. Et c'est donc l'amitié qui est plus importante, à mes yeux, que la fraternité. Ceci étant, il y a la réponse à la question, après le meurtre d'Abel par Caïn, cette question que l'Éternel pose à Caïn et que chacun doit se poser à lui-même: suis-je le gardien de mon frère? Et la réponse n'est pas donnée. C'est-à-dire qu'il nous appartient à chacun d'entre nous de nous définir pour savoir si nous sommes vraiment le gardien de notre frère. Et il nous appartient en plus, si nous répondons positivement, de faire en sorte d'être le gardien de notre frère. Voilà ma conclusion partielle. Alors, moi, je n'ai pas d'autre conclusion que ce que j'ai dit après ce que je viens d'entendre. Simplement, j'ai trouvé que c'était, enfin pour ma part, cette recherche que j'ai faite sur l'altérité et la fraternité m'a beaucoup apporté. C'était un devoir de vacances
tout à fait intéressant et tout à fait passionnant. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas de phrase toute faite. Simplement, je vous remercie de m'avoir écouté, de votre écoute et de votre bienveillance. Alors, il y a une chose que je voudrais rajouter qui est apparue en filigrane quelque part dans quelques questions qu'on n'a pas trop abordées. C'est la question de l'amour. Où l'amour trouve-t-il sa place dans tout ça, dans l'altérité, dans l'amitié, dans la fraternité? Est-ce qu'il y a quelque chose à picorer là-dedans en termes d'amour, ou est-ce que l'amour va se situer encore dans un ailleurs parce qu'il sera encore différent? Moi, je pense que, enfin, je crois que l'amour, il est intégré à l'autre. Enfin, l'amour, il y a l'amour maternel, l'amour paternel, l'amour tout court, ce qu'on appelle la passion. Il y a l'amour de ses parents, etc. Je pense qu'en filigrane, l'amour est partout, enfin, court à travers la fraternité et l'altérité. Merci. Merci, Eliane. Alors, juste pour terminer, ça n'a rien à voir, je pense, mais tout à l'heure, il y a une question et quelqu'un écrit « Pourquoi le titre de la trilogie Les Dents Noires ?» Ah oui. Ah, bon. Alors, ça n'a rien à voir, mais puisque la question a été posée, je la pose. Alors, les dents noires, ce sont les caractères de plomb qui sont utilisés pour l'imprimerie. Voilà. Et que à la Renaissance, il y a eu des poèmes qui disent ces millions de dents noires qui ont été semés à Lyon et qui ont fait l'imprimerie, et voilà. Donc ça correspond, les dents noires, ce sont les caractères d'imprimerie qui font les livres, tout simplement. Et donc voilà. C'est parce que cette trilogie en fait raconte en fond l'histoire de l'imprimerie au XVIe siècle entre Lyon, Venise et Constantinople. Une question de pouvoir, de savoir et de diplomatie. Voilà, c'est tout à fait ça. Merci de ces précisions, Eliane. Écoutez, je crois qu'il nous reste tous à vous remercier pour d'abord votre participation, remercier Eliane, bien évidemment, qui nous a fait part de ses réflexions et qui du coup s'est replongée dans son parcours maçonnique, comme quoi le parcours maçonnique, même si à un moment il s'interrompt pour une raison X ou Y, ben finalement, hein, on ne le quitte jamais vraiment, n'est-ce pas? Maçon d'un jour, maçon toujours. Voilà, absolument. C'est un chemin qui m'a été essentiel et qui est essentiel. Merci en tout cas, Eliane. Merci à Isabeau et Olivier. 2 mots pour conclure et pour prévoir la prochaine manifestation. D'abord pour remercier bien évidemment Eliane Bernard, pour dire à tout le monde que j'ai lu avec passion la trilogie des Dents Noires et ça m'a rappelé beaucoup de choses concernant Rabelais et Lyon. Et d'autre part, pour vous annoncer la prochaine conférence jeudi prochain, nous avons abordé en partie les relations entre la fraternité et les religions. Nous allons nous poser la question jeudi prochain de la violence et des religions à travers un exposé qui sera fait par quelqu'un que nous connaissons certains, qui est un de nos amis, qui est un de nos amis non-maçons, qui s'appelle Hervé Bokobza. Il s'agit d'un talmudiste qui a été formé dans les écoles rabbiniques de New York, d'Israël et de France, et qui va nous traiter, qui a déjà écrit sur l'altérité dans le judaïsme, l'autre dans le judaïsme, qui a traité un livre récemment sur la violence juive, et qui va nous parler de violence et religion. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain, même heure, 19h30, pour le même plaisir, j'espère. À bientôt à tous. Merci infiniment. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci Jean-Robert.